Première édition sur TVC Bénin. Bonjour, bienvenue à tous. Des leaders religieux sensibilisés sur les droits des enfants et les violences faites aux femmes. Le vice-président de l'Assemblée nationale, Éric Rougnete, et d'autres parlementaires étaient à Djougou. Les précisions dans cette édition. Un nouveau poste frontière pour faciliter le déplacement des personnes et des biens entre le Bénin et le Nigeria. L'inauguration a été faite hier. La construction de cette infrastructure entre dans le cadre du programme régional de facilitation des transports et transit routier. Et en Guinée, un adolescent a été tué par balle ce mardi en marge de la manifestation interdite de l'opposition guinéenne. Pendant ce temps, son chef de file a indiqué que sa voiture avait été visée par un tir, des propos que remettent en doute les autorités. Bonjour à tous et bienvenue. Après l'audition publique parlementaire récemment effectuée dans les différents départements du Bénin, les honorables députés vont plus loin en vue d'une plaidoirie plus efficace. Une délégation parlementaire de 6 députés environ, conduite par le vice-président de l'Assemblée nationale, Éric Rougnete, était à Djougou. Dans le septentrion, l'objectif est sensibiliser les leaders religieux sur les droits des enfants et les violences faites aux femmes. On fait le point avec François Diataou. C'est dans un climat de franchise que les honorables députés à l'Assemblée nationale et les leaders religieux de la Donga échangent autour des textes qui régissent le droit des enfants et de la femme en République du Bénin. Djougou, la ville carrefour, véritable carrefour de l'islam, sert de cadre au dialogue. Le Bénin a fait des efforts pour mettre en place un dispositif juridique, une situation juridique pour favoriser les droits des enfants. Notamment à l'Assemblée nationale, des lois ont été votées. Il y a notamment des dispositions relatives aux droits des enfants et des responsabilités des parents. La question de la traite des enfants, un certain nombre de sanctions ont été prévues dans ce texte. Il y a les lois sur le mariage précoce, le mariage forcé, les conséquences de ces pratiques sur la santé et le bien-être des jeunes filles, et les limites que cela a par rapport à la question de l'autonomisation. Nous avons voulu nous appuyer sur vous, les leaders religieux, pour nous aider à vulgariser ces lois-là. Et c'est pourquoi on n'est pas passé par 1000 chemins pour crever l'abcès que constituent les violations des droits des enfants et des femmes. Si, malgré la sensibilisation qu'on a eu à faire dans les communes, parce que c'est des décennies, ça, ce que nous sommes en train de faire. Si malgré ça, on n'est pas arrivé à éradiquer le fléau, j'appelle ça fléau. Si nous sommes venus vers vous, en réalité, c'est pour vous demander votre appui. L'accompagnement des leaders religieux ne fera pas défaut et ce témoignage en dit long. Un mariage sans consentement d'une ou de deux parties est nul selon la loi islamique. Selon la loi islamique elle-même, la liberté et la dignité ont été deux grandes droits de la femme acquis grâce à l'avènement de l'islam, incluant le droit essentiel de choisir son époux. L'islam est une religion de paix, de piété, et le Coran n'a nulle part instruit ou toléré les actes de violence contre les femmes. Au contraire, l'islam veut que l'on protège la femme à tout point de vue. C'est sur une note d'assurance de voir la lutte porter de beaux fruits que les deux parties se sont séparées. Je l'annonçais en titre, depuis hier, le Bénin et le Nigeria disposent d'un nouveau poste de contrôle. Frontière moderne construite selon les normes internationales, ce poste est d'une importance capitale pour les pays bénéficiaires. Il est subdivisé en 3 zones pour le transport. Le chef de l'État, Patrice Talon, et son homologue Muhammadu Buhari du Nigeria ont procédé hier mardi à l'inauguration du poste de contrôle juste apposé de Sémékraké. Sémékraké est sorti pour accueillir le président Patrice Talon et son homologue Muhammadu Buhari, chef d'État nigérian. Les deux chefs d'État sont ici pour procéder à la mise en service officielle du poste de contrôle juste apposé installé dans cette commune. Frontière moderne, construite selon les normes internationales, ce poste est d'une importance capitale pour les pays bénéficiaires. Désormais, nos concitoyens et les autres voyageurs qui passent de l'un
de nos deux États à l'autre auront la vie un peu plus facile. Nos administrations policières coopéreront plus aisément pour assurer notre sécurité. Nos administrations douanières assureront avec plus d'efficacité leur mission. Notre rencontre de ce jour témoigne de la volonté des autorités de nos deux pays à œuvrer en convivialité pour faciliter les échanges et les fréquentations des frères et sœurs vivant de part et d'autre de ce que nos administrations appellent frontières. Financé par la Commission européenne dans le cadre du programme de facilitation des transports, le poste de contrôle juxtaposé est subdivisé en 3 zones pour le transport, véhicules commerciaux passagers, la manutention des marchandises et les piétons. La finalité de ce projet est de faciliter la circulation des personnes et des biens qui est un principe phare de la CEDEAO. En résumé, le rapprochement de nos administrations frontalières dans un même espace et leur connexion l'une à l'autre contribueront à améliorer leurs performances respectives et au confort de la circulation des personnes et de leurs biens. Mais nous ne pouvons et ne devons nous satisfaire de ce petit pas. Notre ambition est de parvenir au plus vite à notre objectif, la libre circulation des personnes et des biens et l'intégration effective de nos économies, voire de nos peuples. La construction de ce poste de contrôle juxtaposé entraînera une efficacité accrue des contrôles frontaliers grâce à un meilleur partage de données entre le Bénin et le Nigeria. C'est un grand pas vers l'intégration régionale, dont la libre circulation des personnes et des biens en est la priorité. Le système des Nations Unies au Bénin célèbre la journée des Nations Unies. À cette occasion, les journalistes béninois étaient conviés à un déjeuner de presse pour s'enquérir des actions menées par le système des Nations Unies au Bénin. Une conférence conjointe du ministre d'État et du représentant résident des Nations Unies au Bénin a eu lieu à cet effet. Dans le cadre de la célébration de la Journée des Nations Unies le 24 octobre 2018 et dans le contexte d'un nouveau cadre de coopération entre le système des Nations Unies et le Bénin, le représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement et le ministre du Plan et du Développement ont eu l'intelligence de convier les journalistes à un petit déjeuner de presse sur le thème « Les réformes des Nations Unies et la réalisation des ODD ainsi que la mise en œuvre de UNDAF 2019-2023. En termes de réalisation, des points élogieux sont à retenir. Les cantines scolaires, depuis leur, la confiance qui a été placée au PAM, a commencé déjà à enregistrer des résultats palpables. Et nous voyons déjà qu'il y a un repas chaud qui est servi à plus de 320 000, enfants aujourd'hui dans nos différentes écoles. Nous allons poursuivre. Parce que notre engagement, qui est de faire en sorte que personne dans notre pays ne soit affecté par le phénomène de la faim, commence par les enfants. Pour des actions concertées afin de maximiser les résultats, les orientations des objectifs de développement durable sont en lien avec le programme d'action du gouvernement. Le plan cadre d'assistance des Nations Unies pour le développement qui vient d'être élaboré et qui va donc être adopté incessamment par le gouvernement de la République du Bénin, est étroitement lié donc aux 3 axes stratégiques que constitue le programme d'action du gouvernement. En ce qui concerne l'élimination du VIH-Sida, qui constitue un autre plan d'action dans les objectifs de développement durable, des avancées remarquables sont enregistrées. Alors, pour vous dire ce que nous avons fait, le plus simple, c'est de vous parler en termes de chiffres, d'indicateurs, et de vous dire que, par exemple, au Bénin, nous avons aujourd'hui à peu près 70 000 personnes qui vivent avec le VIH-Sida, et nous avons à peu près 3 300 nouvelles infections par an.
Mais d'où venons-nous? Avant 2016, nous étions à plus de 4000 infections par an. Et aujourd'hui, nous sommes à 3300 nouvelles infections par an, ce qui montre quand même une réduction d'à peu près 20% des nouvelles infections. Dans le cadre de cette célébration de la Journée des Nations Unies, d'autres activités sont prévues, notamment un don du système des Nations Unies en faveur des personnes malvoyantes et autres personnes handicapées à l'école des malvoyants de Segbeya à Akbakba. Et en hommage du 7e Salon africain de l'innovation et de l'invention et de l'innovation technologique, une conférence de presse co-animée par le ministre de l'Industrie et le directeur général de l'Organisation pour la propriété intellectuelle a eu lieu ce mardi à Cotonou. Avec les hommes des médias, il a été question d'aborder les grandes lignes du salon qui valorisent les inventeurs africains tout en récompensant leur travail. Le Bénin accueille donc cet événement à partir de ce mercredi. Albon Mévor à Léhunguet pour le point. Qu'est-ce que le SAIT? Quels sont ses objectifs? C'est quoi OAPI et quel est son rôle? Voilà quelques questions qui ont été développées lors de cette conférence de presse conjointe du ministre de l'Industrie et du directeur général de l'OAPI en prélude à l'organisation du 7e Salon africain de l'invention et de l'innovation technologique, un salon qui célèbre les chercheurs et inventeurs africains. Il se veut un rendez-vous du florilège des créateurs, des inventeurs et innovateurs de l'espace OAPI venus à la rencontre des opérateurs économiques et des investisseurs en vue de nouer des contrats d'affaires. Le but de ce SAIT est d'abord de présenter notre savoir-faire et Dieu seul sait combien les Africains en ont. Il s'agit également de faire en sorte que la question du développement technologique soit entièrement prise en charge par les Africains eux-mêmes. Structure intergouvernementale, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle a été créée le 13 septembre 1962 par les chefs des 17 États membres. Ses principales missions peuvent être résumées en deux. Il s'agit d'abord d'une mission de délivrance des titres de propriété industrielle, notamment les brevets d'invention, les marques de produits ou de services. Et il s'agit également pour l'OAPI d'accompagner le développement technologique des États membres à travers l'utilisation du système de la propriété intellectuelle. Après Dakar, Lomé, Libreville, Bata, Bamako et Guinée-Bissau, c'est au tour du Bénin d'abriter du 24 au 27 octobre prochain cette 7e édition du Salon africain de l'invention et de l'innovation technologique qui annonce de nouveautés. L'une des innovations majeures de ce salon est l'implication de la gente estudiantine dans le cadre d'une compétition sur la connaissance de la propriété intellectuelle et dans son impact pour le développement socio-économique. Vous verrez des inventions de talent, mais également il y aura des aspects scientifiques pour permettre d'aborder la question de l'invention dans toute sa splendeur. Plus d'une cinquantaine d'inventeurs sont attendus à l'occasion de ce salon co-organisé par l'OAPI et le Bénin et qui se déroule sous le thème « L'invention, moteur de développement industriel ». Dans le but de promouvoir la participation citoyenne aux moyens du numérique, l'Association nationale des communes du Bénin ANCB a initié le programme Cité.bj, un projet qui entend mettre au service de la démocratie locale des outils numériques pour permettre aux populations de participer aux décisions de développement local. 4 communes sont ciblées pour servir de phase expérimentale. Écoutons pour plus de précision le maire adjoint de Banikoara, Alou Toko Ndoro. Le projet Cité.bj est un projet novateur. Il nous vient en appui, nous, élus locaux, autorités communales, et il permet aux populations de s'impliquer dans le processus du développement local. Le projet est en train de voir dans quelle mesure, au niveau de toutes les communes, que tous les services soient numérisés. Lorsque déjà les populations sont impliquées elles-mêmes dans certaines prises de décision ou dans la réalisation de certaines actions, vous voyez comme quoi la mauvaise circulation, n'est-ce pas, de paroles va diminuer.
Retour sur la journée d'hier du côté du tribunal de première instance de Cotonou où l'honorable Atao Renouko accusé dans les dossiers violence sur un agent en exercice et faux médicaments était ce mardi devant le juge après débat. Le juge a mis les dossiers en délibéré pour le 6 novembre prochain. Maître Aboubakar Baparapé, un de ses avocats, s'est prononcé à sa sortie d'audience. Le procureur ne peut plus revenir sur la même affaire, dit que Atao, puisque nulle part dans le PV on a cité le nom de Atao qui aurait agressé les policiers. Bon, on a dit que c'est un règlement de compte politique. Les documents qu'on a, il a l'autorisation et l'agrément de la douane. 2, il a les autorisations d'exonération. 2, il a les contrats donc, qui le lient à New Sesames. Et les contrats, oui, à New Sesames et à une autre société qui importe également les médicaments et qui stocke ça dans ces choses. La suite, on attend de voir s'ils vont le condamner à 5 ans d'emprisonnement comme ils ont condamné les pharmaciens. Et toujours hier au tribunal de première instance de première classe de Cotonou, le dossier modification d'âge des joueurs devant participer à la compétition de la CAF catégorie cadette a connu sa première audience. Une vingtaine de prévenus étaient au banc des accusés à l'ouverture de l'audience. Seuls les joueurs ont reconnu les charges portées contre eux. L'ancien président ainsi que ses autres co-accusés n'en ont reconnu aucune. Après quelques heures d'audition de l'ancien président de la Fédération béninoise de football, l'audience a été reportée au 25 octobre prochain, demain donc. Mais en attendant, écoutons quelques avocats à leur sortie d'audience. Ce que je sais, ce que je retiens, c'est qu'il y a quelque part mal donne. Et c'est pour situer la responsabilité de l'un et de l'autre dans ce qui s'est passé que ce procès est en train de se tenir. Malgré le flot de questions et parfois les difficultés qu'il avait à répondre à certaines questions, moi je pense qu'il a agi comme il devrait le faire et qu'il n'a pas à s'inquiéter outre mesure de la suite qui sera réservée à ce dossier. Et moi, ma préoccupation première, c'est Mme Bokor qui m'intéresse. Bon, elle est la seule à avoir les instruments matériels et hospitaliers adéquats et les gens ont fait appel à elle. Mais sans apparemment lui avoir dit qu'il y avait des tests qui ont été faits au Togo auparavant, sans lui communiquer les résultats de ce texte-là, et sans même lui dire exactement quelle forme d'expertise on lui demande. Dans l'actualité hors du Bénin, en Guinée, un adolescent a été tué par balle ce mardi en marge de la manifestation interdite de l'opposition guinéenne. Pendant ce temps, son chef de file a indiqué que sa voiture avait été visée par un tir, des propos que remettent en doute les autorités. Mardi, en fin de matinée, le leader du parti UFDG s'apprêtait à rejoindre ses partisans à qui il avait demandé de se mobiliser pour dénoncer les conditions d'installation des conseils communaux. Mais Selou Dalen Diallo raconte que sa voiture a été arrêtée par les forces de l'ordre à 2 km à peine de son domicile. De leur côté, les autorités mettent en doute les propos du chef de file de l'opposition guinéenne. Le ministre de l'Information, Amara Somparé, assure qu'aucun coup de feu n'est venu des gendarmes et policiers. Le ministre de l'Information précise par ailleurs que la marche était interdite par les autorités en raison d'un risque important de troubles à l'ordre public. Une décision ignorée par les manifestants privés, estime-t-il, de marche depuis le mois de juillet. Il faut préciser qu'un jeune étudiant de 18 ans avait été tué par balle après avoir été arrosé de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre. Et aux États-Unis, Donald Trump a annoncé lundi qu'il coupera l'aide américaine à 3 pays après que des milliers de migrants honduriens ont poursuivi leur périple à travers le Mexique dans l'espoir d'atteindre les États-Unis, faisant ainsi fi des représailles du président Trump. Le président américain accuse le Honduras, le Salvador et le Guatemala de ne pas avoir été capables d'empêcher les gens de quitter leur pays pour entrer illégalement aux États-Unis. Nous allons commencer à couper ou réduire de façon significative l'énorme aide internationale que nous leur accordons, a déclaré dans un tweet le président américain qui cible depuis plusieurs jours la caravane de migrants d'Amérique centrale en route vers la frontière américano-américaine. Bravant la soif, la chaleur et l'épuisement, des milliers de migrants, plus de 7000, selon les Nations Unies, ont continué leur route lundi pour tenter de rejoindre la frontière des États-Unis à 3000 km de là.
Arrivés dimanche à Tapachula, les migrants ont mis le cap lundi sur la ville de Huitzla, à 40 km dans le nord de l'état de Chiapas, à l'extrémité sud du Mexique. Ils espèrent ensuite gagner Tijuana ou Mexicali dans le nord du pays. Je me sens forte malgré la chaleur. Ce qui nous inquiète, ce sont les enfants déshydratés, explique Noémie Bobadia, 39 ans, originaire de San Pedro Sula. C'est de cette ville du nord de Honduras que le 13 octobre, la caravane de migrants, essentiellement des Honduriens, fuyant la violence et la misère dans leur pays, s'est mise en route après un appel sur les réseaux sociaux. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Restez avec nous pour la suite des programmes.